Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, chers collègues, avant que nous commencions notre séance, je vous invite toutes et tous Un, deux. Je vous donne. Oui, vous avez la liste d'appel J'avais les secrétaires, mais je n'avais pas la liste d'appel. J'avais les secrétaires, mais pas la liste d'appel. Merci. Oui, bien sûr. Bien, mes chers collègues, le système, me dit-on, va être relancé. Ça annonce déjà Noël. Il y a le sapin dehors, il y a les micros qui clignotent. Bref, on est parfaitement aligné pour ce qui va arriver. Ou alors il y a un sabotage. Les Russes ou l'État, je ne sais pas. C'est bon pour l'instant. Bien, je procède donc à l'appel comme il se doit. Rodolphe Amayan, c'est bon. Juliette Lecoulme, Sophie Bouvard, Thomas Delplace, Gisèle Coyac devrait nous rejoindre, me semble-t-il. On a eu... Non ? Gisèle Coyac devrait nous rejoindre. Marc Elaudet, Lydie Nog, Christian Corbeau, Marie Sliwinski, Patrice Garnier, Damien Durleman, Céline Leblé, Luc Gadelet, Elsa Fallerin, Dorothée Bounel, Chantal Fontenot, Sophie Caillot, Romuald Rabergeau, Eva Moreau, Jean-Michel Guitny, Angélique Tulièvre, excuse-moi Angélique, je t'avais perdu, Stéphane Parago, Nathalie Jaléga, Charles Béchu, Christine Somnolet, Nicolas Van Kamerbeek est absent, à donner pouvoir en son absence à Thomas Delplace, Alexandra Degré, Anthony Joussaume, Delphine Quadprou, Yvan Le Chevalier, que nous retrouvons avec plaisir, Gilles Moxion, Jessie Robert, Jean-Marc Chirol, Gilda Douésy et Stéphane Caillot, constituant l'ensemble de notre conseil municipal. Je désigne, s'ils le veulent bien, comme secrétaire de séance Alexandra Degré et Anthony Joussaume. Voilà. Tenez, un petit mot pour accueillir l'ensemble de nos spectateurs. Un petit mot pour
les élus du conseil municipal que je n'ai pas pu tous saluer, évidemment. Merci de votre présence assidue. Je voudrais saluer particulièrement aujourd'hui Madame Sarah Bréguet-Duchesne, nouvelle directrice générale des services, qui prend officiellement ses fonctions aujourd'hui. Bienvenue Sarah dans ses fonctions, puisque Sarah Bréguet-Duchesne était déjà directrice générale adjointe. Je vous souhaite, je lui adresse tous nos meilleurs voeux de réussite, je n'en doute point. Son enthousiasme à occuper cette importante fonction n'a d'égal que son envie de répondre à l'ensemble de ses missions. Merci beaucoup. Je voudrais saluer l'ensemble des Vertaviennes et des Vertaviens qui suivront ce conseil par écran interposé ou qui sont dans la salle aujourd'hui. Enfin, je voudrais saluer ceux qui ont fait l'effort de venir écouter un conseil municipal et sans doute leur premier, les jeunes du passeport du civisme. Félicitations, en plus le passeport. J'espère, Étienne, que vous n'avez pas oublié mon tampon pour tamponner l'action validée du passeport du civisme. En tout cas, ce parcours citoyen, déjà débuté, je le sais, pour un certain nombre de jeunes, voilà, et qui prend sa continuité aujourd'hui dans le conseil municipal. Je t'assure que tu n'es pas obligé de faire tout le conseil municipal, notamment parce que c'est un conseil municipal un peu difficile ce soir, eu égard à la question des finances, qui est sans doute un tout petit peu moins intéressante pour toi. Mais nous commencerons par les questions société, qui traitent notamment du rapport à la jeunesse, et je crois que c'est important. Le passeport du civisme forme tous les citoyens à aider, à respecter et à servir. Ces actions au service du bien commun, du respect et de la solidarité sont importantes pour la commune, vous le savez, et je voudrais vraiment encore une fois remercier cet immense succès dans nos écoles, parce que nous croyons en cet avenir qu'est la jeunesse, nous croyons en cette richesse qu'est la jeunesse et qui seront les citoyens de demain. Plutôt que des paroles, nous le construisons dans des actes, avec notamment la livraison du groupe Simone Veil, qui a officiellement ouvert ses portes il y a quelques jours. Alors, cette école est évidemment magnifique. On est dans la phase d'ajustement, comme chaque équipement qui se livre, mais je le sais, cette réussite éducative en perspective, cette réussite architecturale que l'on connaît bien, cette réussite environnementale, inclusive, nous le verrons au prochain conseil municipal, et toute cette aventure humaine pour construire un tel équipement, je crois, est importante. Je voudrais d'ailleurs remercier particulièrement nos agents municipaux qui ont beaucoup œuvré avec passion pour que ce projet soit déployé à la hauteur que l'on connaît, pour qu'il soit réalisé évidemment, et pour que les enseignants puissent déménager, intégrer leurs nouveaux locaux. Je crois que c'était important, et tout le monde a mis la main à la pâte, et je voudrais les en remercier. Synonyme de ce lieu d'effort et de travail, d'apprentissage, mais aussi d'épanouissement, de découverte et de citoyenneté, l'école Simone Veil, le groupe scolaire Simone Veil a de beaux jours devant lui. Un mot pour dire que, d'ailleurs, cette question de la priorité donnée à l'école et aux enfants rappelle que ailleurs, parfois, quand cette réussite n'est plus au rendez-vous, c'est la République qui faillit, et je crois vraiment que nous devons être à donner le meilleur pour nos enfants, sans fatalisme sur le déclin collectif, pourtant parfois annoncé, et ni déterminisme
sur la réussite individuelle. L'ascenseur social doit exister en France. L'école doit être le moyen d'y arriver, évidemment, et je crois que c'est important, de le rappeler. Le chêne présent au milieu de cette cour, au cœur de la cour des maternelles, nous rappelle que grandir, c'est d'abord s'enraciner, et s'enraciner pour s'élever, pour aller vers d'autres cieux est importante. En tout cas, cette symbolique sera toujours là. Le temps long, c'est celui qui convient pour l'ensemble de nos projets, c'est celui des fondations, c'est celui de la patience, c'est celui du lien entre les générations. Nous aurons le loisir d'en reparler tout à l'heure avec la politique Grandir ensemble, avec Patrice qui nous rappellera effectivement cette politique cohérente. Mais soyons lucides, des communes ambitieuses, responsables, efficaces, qui font des projets, qui mettent en place des politiques publiques, ne peuvent répondre à ce que les citoyens attendent que si elles en ont les moyens humains, les moyens financiers et la liberté de faire. Moi, je me battrai toujours pour ça. C'est tout l'enjeu de ce débat d'orientation budgétaire ce soir. Ce débat, il est essentiel. Il sera parfois un peu grave, pardon de le dire. Grave parce que l'État, par ses défaillances accumulées, par son obésité administrative et normative, par sa gestion erratique budgétaire, fait peser sur les collectivités locales une charge qui devient insupportable. À l'unisson d'ailleurs des maires présents au congrès annuel il y a quelques jours, et dans un élan transpartisan autant qu'unanime, la résolution finale apportée sur ces questions, et je le dis avec fermeté, nous n'acceptons plus que l'État nous entraîne dans son naufrage. Nous refusons d'être la variable d'ajustement d'un modèle administratif qui ne parvient plus à se réformer, alors que nous sommes toujours dans l'agilité. Les maires agissent partout, tout le temps, parfois aux côtés de l'État, souvent accompagnés par lui d'ailleurs, mais aussi parfois en remplacement de celui-ci. Alors laissons faire les communes. La loi de finances pour 2026 est l'illustration inquiétante de cette dérive centralisatrice, alors même que le bloc communal représente 70% de l'investissement public en France, que le projet de loi de finances est basé sur la consommation et donc aussi sur l'investissement public. L'État continue de réduire nos marges d'action et de rogner nos ressources, d'entraver nos projets a priori. Et cette logique, elle construit la défiance. Voilà, et je crois que quand la confiance se délite, c'est un peu le lien républicain qui se fissure. Il faut que ce lien il soit fort pour que les maires, les élus locaux continuent d'agir, continuent d'entreprendre, continuent de se projeter. Notre devoir peut-être, il est d'affirmer ce soir avec calme, mais avec fermeté et détermination, qu'aucune commune ne peut grandir lorsque ceux qui la servent sont entravés par ceux qui devraient les soutenir. Nous défendrons nos moyens, nos projets, notre ambition éducative, parce que servir une commune, c'est d'abord protéger la promesse faite à ses habitants. Dans un pays où parfois l'État vacille, les communes doivent rester ces piliers de stabilité, d'humanité, de proximité. Les maires sont des stabilisateurs de la nation, les derniers niveaux de confiance, un pilier qui rassure et qui incarne la promesse républicaine. La République des maires, cette expression que j'emploie souvent, doit plus que jamais advenir et avoir un avenir, et c'est de ça que nous débattrons ce soir. Je dois vous faire approuver le compte-rendu de la séance du 25 septembre dernier. Y a-t-il des remarques sur ce compte-rendu? Pas de remarques particulières. Pouvons-nous passer au vote? Y a-t-il des votes pour? Je change un peu pour animer nos débats. Des votes contre?
Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Mes chers collègues, je vous propose de passer aux premières informations de notre conseil. Si je retrouve mes pages, voilà, que j'avais pourtant annoté. Alors, en première information, vous avez un certain nombre. Merci Christine. Vous renforcez l'efficacité, ou en tout cas l'impression et notre bonne impression sur les services vertaviens, qui est l'efficacité de pouvoir résoudre les problèmes informatiques. Je suis toujours impressionné par ça, ma chère Christine. Heureusement que si nous n'étions pas jumelés avec une ville suisse, je ferais une petite blague sur les couteaux suisses, mais je n'ose pas, pour ne pas que nos amis suisses se vexent. Donc, je reviens à nos marchés et nos avenants. Nous avons un certain nombre d'avenants et de marchés qui ont été passés depuis le 25 septembre dernier. Il ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre sont importants, notamment l'allocation du matériel d'illumination pour illuminer la place Saint-Martin. Je vous invite le 6 décembre prochain à venir illuminer cette belle place. Et je rappelle d'ailleurs que la veille, nous aurons le rattrapage, je vais le dire comme ça, du feu d'artifice, report. Rattrapage, c'est beau, report du feu d'artifice que nous devions tirer le 14 juillet dernier. Mais encore plus beau, j'imagine, ma chère Marie. Encore plus beau. Et puis, il ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre de travaux et d'avenants sont passés pour les travaux de l'hôtel de ville dans lequel nous sommes et que parfois, là aussi, nous subissons un tout petit peu, notamment aujourd'hui. Monsieur l'adjoint aux travaux, voilà. Information numéro 2, vous en avez l'habitude, des frais juridiques. 1800 € pour l'annulation d'un arrêté municipal, d'un permis de construire, et 730 € pour une consultation juridique dans le cadre d'une procédure de marché public. Et puis l'information numéro 3, la souscription de 2 prêts bancaires, un d'1 million d'euros, l'autre de 2 millions d'euros, soit 3 millions d'euros, pour financer notamment la rénovation énergétique de l'hôtel de ville et les travaux de construction du groupe Simone Veil. Voilà, 2 prêts qui sont passés en commission et qui sont l'un prêt privilège écologie et l'autre prêt vert. Tout ça doit être vertueux, je l'imagine bien, mais je n'ai pas exactement ce qui se recoupe derrière. Je ne doute pas que ça a été abordé en commission. Et puisqu'on parle des commissions, si tout va bien sur les informations, je vous propose de commencer par la première des délibérations. Le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement de prestations de services jeunes entre la ville et la CAF de Loire-Atlantique pour les 2 prochaines années. Il doit y avoir une erreur. C'est 3 prochaines années. Très bien. Eh bien, Patrice, je te laisse la parole pour que tu puisses nous expliquer tout ça. Merci, monsieur le maire. 5 écoles, 16 classes, près de 450 jeunes. Ces chiffres, vous les connaissez, ce sont ceux qui concernent nos jeunes qui se sont engagés avec leur école et leur famille dans le passeport du civisme. Merci de leur présence ce soir. Ces jeunes, en les observant durant la semaine bleue, la journée d'animation de la prévention routière, la cérémonie du 11 novembre, la journée du handicap, vous l'aurez remarqué, ils ont un engagement sans faille. C'est pourquoi placer la jeunesse au centre de nos réflexions est une ambition forte de la ville qui a été portée depuis une dizaine d'années avec notre démarche Grandir ensemble. Monsieur le maire aime à le dire, nous ne sommes que des passeurs
qui œuvrent à l'épanouissement des générations. Oh, c'est bon. Ça marche. Comme quoi, les services sont vraiment le fameux couteau suisse. C'est pourquoi, disais-je, placer la jeunesse au centre de nos réflexions est une ambition forte de la ville qui a été portée depuis une dizaine d'années avec notre démarche Grandir ensemble. Monsieur le maire aime à le dire, nous ne sommes que des passeurs qui œuvrent à l'épanouissement des générations suivantes. Et pour cela, nous devons collectivement porter des choix assumés. Monsieur Robert ou Monsieur Caillot, qui sont membres de la commission société, ont pris connaissance du bilan estival et de rentrée pour tout ce qui concerne l'enfance-jeunesse à Vertou. Ils peuvent en témoigner, notre jeunesse est une véritable richesse et ce que nous impulsons au travers des actions ou des dispositifs déployés, notamment par notre mission jeunesse, permet de soutenir des initiatives dans de nombreux domaines, dont celui de l'engagement citoyen. En ce sens, la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique nous propose un renouvellement de la convention d'objectifs et de financement pour les 3 années à venir pour notre prestation de services jeunes qui vise à soutenir les prises d'initiative à l'engagement de tous les jeunes grâce à des actions hors les murs ou au développement de partenariats locaux. Ce renouvellement souligne la qualité de partenariat de la ville avec la CAF de Loire-Atlantique et reconnaît la haute qualité de service de notre mission jeunesse en se concrétisant par une subvention de 28 840 € qui cofinance 1,4 équivalent temps plein. Monsieur le maire, en inscrivant cette délibération en ouverture du conseil municipal, vous montrez que placer la jeunesse au centre de nos réflexions est une ambition forte de la ville et je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, c'est en ce sens que je vous invite à approuver les termes de cette convention d'objectifs et de financement. Merci mon cher Patrice, merci et merci de ton engagement avec l'ensemble de tes collègues autour de ces questions. Je sais que vous y passez beaucoup de temps, mais avec quelle réussite. Y a-t-il des questions autour de ce renouvellement de convention d'objectifs et de financement? Pas de questions particulières. Je peux passer au vote. Y a-t-il des votes pour? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 2. Toujours Patrice Garnier autour d'un sujet important, le dispositif Promeneurs du Net. Exactement. On est dans la continuité de ce que l'on vient d'énoncer au sujet de l'accompagnement des jeunes avec cette convention de partenariat toujours avec la Caisse d'allocation familiale pour un autre dispositif qui s'appelle Promeneurs du Net qui est toujours déployé par notre mission jeunesse. Vous le savez, Internet et les réseaux sociaux sont devenus les principaux canaux d'information des adolescents. Pour les accompagner à décrypter et à accéder à une information fiable, nous avions déjà conventionné en novembre 2024 pour un de nos animateurs. L'idée est d'assurer une présence sur ces réseaux pour aller à la rencontre des jeunes qui ne franchissent pas les portes de notre structure, pour être à l'écoute de leurs questionnements, les accompagner sur leurs projets, mettre en place des espaces de parole et aussi être en veille et prévenir d'éventuelles dérives. Nous souhaitons aujourd'hui renforcer cette action en déployant une présence éducative supplémentaire grâce à une nouvelle convention de partenariat pour une 2e animatrice qui pourra ainsi bénéficier d'une formation et d'un accès au réseau départemental des promeneurs du net. Dans l'optique de cette haute qualité de service de la mission jeunesse, on vous demande donc d'approuver les termes de cette convention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions autour de cette convention de partenariat? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 3, toujours Patrice Garnier,
autour de la modification du règlement des multi-accueils. Pardon. Des multi-accueils, effectivement. Multi-accueils. Vous le savez, la ville de Vertou s'attache à répondre aux besoins de garde des familles pour les 0-3 ans grâce, entre autres, à ces 3 multi-accueils municipaux et aux places que nous avons contractualisées avec les crèches privées de la ville. Ces 101 places villes sont naturellement prioritairement affectées aux familles vertaviennes. Pour autant, ce critère n'apparaissait pas jusqu'à ce jour dans le règlement de fonctionnement. Aussi, il est proposé d'inscrire, d'une part, que les places sont prioritairement attribuées aux familles vertaviennes, et d'autre part, les conditions de maintien de la place en cas de déménagement de la famille en cours d'année. Cette modification du règlement nous permet également de régulariser quelques informations: changement de direction au multi-accueil de la vannerie, passage à la fabrique du Sud-Loire, et d'alléger ou reformuler certains articles pour les rendre encore plus accessibles aux usagers. Ainsi, les modifications apportées portent principalement sur le principe de priorité appliqué sur l'attribution des places régulières ou occasionnelles aux habitants de Vertou, et le principe de la place si une famille déménage avant la fermeture estivale. Voilà, donc simplement un complément d'information sur ce règlement intérieur. Merci beaucoup. Sur cette petite modification, y a-t-il des questions? C'est déjà l'usage, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je considère donc que c'est adopté. Merci beaucoup et merci Patrice d'avoir commencé pour une fois. Pour une fois, la jeunesse a été bonne élève, c'est ça? Un peu de taquinerie. C'est parce qu'on est lundi et pas jeudi, ça vous perturbe un peu peut-être. Hein, c'est ça. Bien, je passe au dossier de la commission territoire, avec notamment des acquisitions de terres agricoles à la Chevrue, et je passe la parole à Lydie Nog. Merci, monsieur le maire. Ah, ça fonctionne. Oui, c'est bon. Donc, une délibération concernant l'acquisition de terres agricoles du côté de la Chevrue. Voilà, vous avez une slide qui vous montre les surfaces déjà acquises par la ville de Vertou, donc les parties en bleu. Et là, je vais vous évoquer la partie bleue, orange, jaune, verte, comme vous le voyez. Donc, juste pour vous rappeler que depuis 2019, donc, la ville développe un projet agricole et alimentaire. Le projet porte sur le maintien du foncier agricole et le développement de l'activité agricole. Donc, dans ce cadre-là, la ville souhaite acheter les parcelles cadastrées BT 56 et 61 pour une surface d'environ 2000 m². Cet achat permettra en fait d'avoir le raisonnement global donc, entre le bleu et la partie verte que l'on vous propose en acquisition, d'avoir un raisonnement plus favorable pour la reprise des terres en fermage par un éleveur bovin. Cette zone se situe en zone agricole durable sur le cadastre. Elle est dans un périmètre de terrain AOC viticole, gros plan du pays nantais, muscadet et muscadet sévrémen. Donc on propose un accord où il a été vu un accord avec le vendeur pour une somme de 1 400 € TTC. Donc on vous demande d'approuver l'acquisition pour la somme de 1 400 € pour 2000 m² en zone agricole. Tout en précisant qu'il en reste encore à acquérir, si je ne m'abuse. Voilà. Je ne sais pas quelle est la couleur, mais il doit y en avoir. Oui, la petite bande qu'on voit, qui est en friche là. Et puis quelques-unes derrière, si je ne m'abuse. Pour avoir un raisonnement global. Y a-t-il des questions sur cette acquisition à 1 400 € qui ne devrait pas gréver le budget de la commune? Ça va à tout le monde? Bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Et en espérant que effectivement ce fermage puisse se faire relativement rapidement désormais. Autre parcelle agricole à la Chevrue qu'on a déjà évoquée, mais il s'agit d'une petite rectification.
Effectivement. Donc, la slide de tout à l'heure, vous voyez qu'il y avait la partie bleue. On avait passé au conseil municipal de juin 2025 l'acquisition auprès de la SAFER pour un peu plus d'1,8 hectare, donc situé aussi en zone AD, donc du côté de la Chevrue. Il avait été mentionné sur la délibération de juin un coût d'acquisition de 9 000 € TTC, incluant les frais de notaire. Donc aujourd'hui, il convient de rectifier la délibération sur le coût. Il s'agit bien de 9 000 €, mais il faudra rajouter les frais afférents à la charge de la ville. Donc, on vous demande d'approuver l'acquisition décrite au prix de 9 000 € en y ajoutant les frais afférents à la charge de Vertou. Simple rectification matérielle, on va dire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Bon, je crois que ça a été vu en commission. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Et puis, dernière acquisition de terres agricoles, ma chère Oui. Lydie. Oui, tout le monde. Hein? Et là, du côté de la ville au blanc. Mais du côté de la ville au blanc. Voilà. Eh bien, la parole est à Lydie Nog. Donc là, on se situe route de Clisson, en haut de la route de Clisson, pour vous permettre d'aller à l'arrière de Saint-Benoît-Labre. Donc tout le tracé que vous avez en rouge. La ville propose l'acquisition sur une surface de 370 mètres carrés en l'achetant à monsieur Alain Bachelier pour un coût de 55,50 €. Nous avons également une partie à acheter pour aux environs 2500 mètres carrés pour un coût de 373 €. Et l'association Saint-Benoît-Labre aussi qui nous vend une surface de 248 mètres carrés pour 37,20 €, ce qui représente un coût total d'environ 466 €. C'est un chemin qui permettrait d'être revalorisé, parce que c'est un chemin creux. Aujourd'hui, on ne le voit pratiquement pas parce qu'il n'a pas été entretenu. Donc, ça permettrait de faire une connexion entre la route de Clisson et le village de la Ville-au-Blanc. Donc, on vous demande d'approuver l'acquisition avec les 3 propriétaires actuels pour 466 €. C'est un chemin très intéressant parce que d'abord il est répertorié, mais il n'était pas dans le domaine privé de la commune. Et ensuite ça remet en valeur les chemins creux, Oui. voilà, qui sont des chemins particuliers. Et voilà, je trouve que ça a un intérêt patrimonial extrêmement fort. Voilà. Je ne doute pas de votre vote, mais j'argumente quand même encore un peu plus. Oh bah, il y en a qui doivent le connaître, ce chemin creux, monsieur Moxion, sans doute, non? Pas... Non, mais c'est vrai ouais, quand on le voit, quand on le pratique pas, et effectivement, voilà. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Et à côté, vous avez un des domaines de Vertou, viticole de Vertou, qui a fait un gros travail là aussi de revalorisation, de replantation. J'en profite pour le dire parce que au-delà même du nombre de pieds replantés, de la technologie innovante avec laquelle ça a été fait et de l'ensemble des parcelles qui ont été remises en agriculture, il y a tout un sens dans ce projet agricole et je vous invite à aller voir ce viticulteur pour qu'il vous décrive ça. C'est un très très beau projet et donc le chemin creux permettra aussi de valoriser cet espace agricole. Pas de questions. Je vous propose de voter positivement pour cette acquisition. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Moins d'agriculture, mais toujours de l'économie. Ouverture des commerces pour la fin d'année 2026. Lydie Nog.
C'est une délibération habituelle. Une délibération qui revient chaque année à la même période. Donc là, on parle bien d'ouverture des commerces pour les dimanches qui précèdent les fêtes de Noël 2026. Donc un accord a été trouvé le 29 septembre 2025 avec les partenaires sociaux et les acteurs du commerce pour les ouvertures dominicales avant les fêtes de Noël. Donc seront ouverts les dimanches 6 décembre 2026 de 12h à 19h. Également le dimanche 13 décembre et le dimanche 20 décembre avec des amplitudes de 12h à 19h avec des conditions qui reviennent chaque année. Il ne faut pas avoir une prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés pour pouvoir prétendre à être en ouverture possible. Sur Vertou, je le précise, nous n'avons que 2 demandes à ce jour qui reviennent tous les ans. C'est les établissements Picard et Decathlon qui nous demandent une ouverture par arrêté préfectoral. Donc nous avons deux récurrences tous les ans. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui est le fruit d'un accord? Pas de questions particulières, c'est comme d'habitude. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est donc adopté. Merci Lydie pour la présentation de tes dossiers. Je passe à la commission moyens avec Gisèle Coyac qui va nous parler de l'accueil de personnes volontaires en service civique. Bienvenue Gisèle. Bonsoir à tous et je vous prie de m'excuser, monsieur le maire, pour mon retard. Pas de problème. L'exception faisant règle. Donc, effectivement, je vais rebondir sur vos propos, monsieur le maire, également, concernant la jeunesse. Et dans les délibérations que je vais présenter, eh bien, là encore, la ville est aux côtés des jeunes en ce qui concerne le service civique et aussi après l'apprentissage. C'est vous dire la volonté de la ville d'accompagner, d'être aux côtés des jeunes sur notre territoire. Alors, en ce qui concerne donc les personnes volontaires en service civique, nous avions délibéré en 2018 concernant cet agrément qui est nécessaire et que nous devons obtenir auprès de la direction départementale de la cohésion sociale. Aujourd'hui, eh bien, nous devons renouveler cet agrément. Et le service civique, je le rappelle, c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans, élargi pour les jeunes qui sont en situation de handicap jusqu'à 30 ans, sans condition de diplôme, pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif. Il peut s'agir d'une association et voire d'une collectivité locale telle que la nôtre. Ils accomplissent une mission d'intérêt général, donc dans des domaines divers d'intervention qui sont reconnus prioritaires. Ça peut être la solidarité, la santé, l'éducation, la culture, l'environnement, la citoyenneté, des actions humanitaires ou des interventions d'urgence, vous voyez, donc sur un champ assez large d'intervention. L'objectif de cet engagement de service civique est à la fois de mobiliser la jeunesse et en leur proposant un nouveau cadre d'engagement dans lequel ils pourront soit gagner en confiance, soit gagner en compétences et prendre le temps, peut-être aussi et assurément, de réfléchir à leur propre avenir, tant sur le plan de la citoyenneté que professionnellement. Aujourd'hui, eh bien, loin d'être un stage centré sur l'acquisition de compétences, le service civique est avant tout une expérience d'éducation citoyenne et qui est accessible à tous, et quelle que soit leur formation, leur cursus précédent. Donc ce contrat n'est pas un contrat de travail et ne relève donc pas du Code du travail et donc celui du Code du service national. Alors, plusieurs conditions doivent être remplies pour ce faire. À la fois, les volontaires doivent être engagés sur des missions permettant de répondre aux besoins de la population ou de notre territoire. Les volontaires également doivent intervenir en complément de l'action publique. Ces missions qui sont proposées le sont à tous les jeunes, comme je vous le disais, et l'agrément est délivré sur une durée de 3 ans. Le tuteur, bien évidemment, ils doivent être accompagnés
Et le tuteur donc, est désigné au sein de la structure d'accueil et qui permettra aux jeunes d'être préparés, accompagnés dans la réalisation de ces missions. Donc le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'État, correspondant à un montant mensuel de 504,98 € pour être précise pour l'année 2025, ainsi que la prise en charge donc, des coûts afférents à sa protection sociale, et une indemnité mensuelle de 114,85 € qui sera versée par l'organisme donc, d'accueil. Une formation leur permettra de pouvoir assurer leur mission et sur la base d'un référentiel donc, qui est défini par l'agence de service civique. Alors ce dispositif s'inscrit, je vous le disais, dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse toujours à leur côté et en offrant donc des possibilités de s'engager dans les projets d'intérêt général. Donc il vous est proposé de se prononcer sur l'accueil de ces personnes volontaires en service civique. Merci Gisèle. Je crois d'ailleurs que nous en avons accueilli un aujourd'hui même. Oui. Voilà, à 14h, me semble-t-il. N'est-ce pas, mon cher Damien? Y a-t-il... Alors, si vous ne votez pas le renouvellement de la convention, on va avoir un problème, mais du coup, voilà. Y a-t-il des questions autour de ce service civique? Pas de questions, pas... Oh, on peut peut-être voter pour quand même, parce qu'il est arrivé. Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie. Des abstentions, des oppositions? C'est donc à l'unanimité que nous renouvelons cet agrément, ma chère Gisèle. De même pour les apprentis. Gisèle Coyac toujours. Oui. Donc effectivement, c'est délibéré aujourd'hui concernant le cadrage pour le recours à l'apprentissage. Vous le savez, hein, depuis plusieurs années, je dirais un certain nombre d'années, la ville de Vertou s'engage aux côtés des apprentis et des stagiaires. Hein, et cette volonté a été réaffirmée dans le plan stratégique 2022-2026. En 2024, vous voyez, nous avons accueilli 16 apprentis et plus de 61 stagiaires au sein de la collectivité. Donc je salue effectivement les services, hein, je me permets, monsieur le maire, qui s'investissent au-delà de leur mission pour les accueillir et leur permettre d'évoluer dans leur mission. Pour rappel, l'apprentissage permet donc également à des personnes là, de 16 à 29 ans révolues de pouvoir, et pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, elle leur permet donc de se former. Alors, en alternance, vous le savez, à la fois dans les centres de formation d'apprentis et puis chez l'employeur, auprès d'un maître d'apprentissage. Alors, plusieurs réformes ont impacté ces modes de financement ainsi que les frais pédagogiques afférents. En 2018, je le rappelle, la suppression de la taxe d'apprentissage de 0,10% que levaient les régions. En 2020, la prise en charge du CNFPT qui, moyennant une cotisation supplémentaire de 0,10% des dépenses de personnel. Et à partir de 2023, il y a un désengagement progressif de l'État pour finalement arriver à une extinction en 2025. Donc l'ensemble de ces réformes laisse dorénavant à la main et à la charge du CNFPT et des collectivités le soin de pouvoir assumer l'ensemble des dépenses liées à l'apprentissage. Et alors c'est dans ce contexte que la ville, que le CNFPT a mis en place des critères qui conditionnent la prise en charge des frais pédagogiques et liés à l'apprentissage. Et en 2025, sur les 4 demandes déposées, la ville obtiendra une participation aux frais de scolarité pour 2 apprentis. Donc, afin de cadrer le recours à l'apprentissage au sein de la collectivité, il vous est proposé que le budget annuel dédié à l'apprentissage, comprenant des frais pédagogiques d'une part, par la commune de Vertou et la rémunération des apprentis,
soit limité à 0,60% du montant total de la masse salariale de l'année précédente. Et de plus, il vous est proposé aussi que la collectivité s'engage à respecter un taux de 3% minimum d'apprentis recrutés par rapport à l'effectif total de la collectivité, donc de l'année précédente. Merci, ma chère Gisèle. Y a-t-il des questions sur cet accueil de nos apprentis avec évidemment beaucoup de volontarisme, mais en ayant conscience voilà, du changement de paradigme, notamment du CNFPT. Pas de questions particulières? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité et nous en avons fini avec les questions RH pour passer au gros morceau. Enfin, au gros morceau. Je sais pas. Le débat. Je sais pas comment rebondir. Le gros sujet de la soirée, mais qui a été un grand sujet aussi, je vous le dis, pendant 3 jours à Paris. Et même si nous en sourions, je le disais en préambule, ce débat d'orientation budgétaire est essentiel et grave parce que y a une tentative d'étouffement de nos communes par la norme, par la lenteur administrative, par les contrôles a priori plutôt qu'a posteriori, par les promesses non tenues, par les gestions budgétaires chaotiques qui pèsent sur le bloc communal et intercommunal. Nous avons eu également ces questions-là vendredi matin à la métropole et je peux vous dire que chaque maire, quelle que soit sa tendance politique, chaque maire est bien dans la même ligne de dire que nous ne sommes pas contre produire des efforts, mais nous voulons que ces efforts puissent non pas remplir un panier percé, mais bien servir à la transformation d'un État qui aujourd'hui est au-devant de grands enjeux. Mais à la date de notre conseil municipal, le soir, là, le projet porté par l'État, c'est de faire porter au bloc local près de 8 milliards d'euros de moyens retirés. Alors, 8 milliards d'euros à l'intérieur. Je ne parle même pas des fonds européens, je ne parle même pas d'autres contractions budgétaires. Mais ce budget, il s'inscrit dans une lignée de lois de finances qui, année après année, font fondre notre autonomie. On le dénonçait déjà il y a quelques années, notamment avec la taxe d'habitation. Et surtout, il commence à obérer notre capacité à agir. Et ça, c'est d'autant plus inquiétant. J'ai demandé un chiffre au service, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres. Je sais que certains ici aiment bien en avoir. Depuis 2014, suite aux dates à laquelles j'ai été élu maire, suite au désengagement de l'État et puis à la volonté centrale vraiment de réduire les dotations, sous la présidence notamment Hollande, puis Emmanuel Macron, Vertou a perdu près de 22 millions d'euros. 22 millions d'euros. Quand on sait que l'école en a coûté, le groupe scolaire Simone Veil, presque 17. Alors moi, je pas contre, contribuer. Mais que sont devenus ces millions? À quoi ont-ils servi? Est-ce qu'on a réformé l'État? Est-ce qu'on a été plus efficace, plus efficient? Est-ce que désormais, grâce aux 22 millions d'euros de Vertou et à tous ceux de toutes les communes de France, l'État n'emprunte plus pour payer ses fonctionnaires? Est-ce que l'État met son budget à l'équilibre comme nous y sommes obligés? Ouais, je me pose des questions. Voilà, je ne suis pas contre contribuer, bien au contraire, mais il faut que ça améliore les comptes publics dans leur structure et pas de manière conjoncturelle. Et ces nouvelles ponctions qu'on nous impose, qu'on nous fait miroiter, n'amélioreront pas les comptes publics.
Elles dégraderont en revanche immédiatement notre capacité à faire et la vie quotidienne de nos concitoyens. Elles portent en elles une récession dont nous paierons tous le prix. Et notre discipline budgétaire, notre sérieux, notre stratégie financière sur les 6 années du mandat ne doivent pas servir à payer les erreurs de l'État. Et donc, ce débat d'orientation budgétaire sera, je l'espère, à la hauteur de ce moment, dans la vérité des chiffres, dans la lucidité politique. Mais en tout cas, Vertou continuera toujours à construire, à protéger, à investir, à innover. Et plus que jamais, je n'accepterai pas qu'on prive Vertou de moyens de répondre aux besoins de ses habitants. Donc, je laisse la parole à Christian Corbeau pour aborder avec lucidité et simplicité et pédagogie, comme il le fait toujours, ce débat d'orientation budgétaire. Merci, monsieur le maire, mais le cadre est posé en tout cas. Alors déjà, je remercie nos jeunes qui sont restés, parce qu'en propos introductif, monsieur le maire disait donc la dernière partie, c'est de l'économie, c'est moins intéressant. C'est très intéressant. Charge à moi d'être passionnant, oui. Donc déjà, rien que pour eux, pour notre jeune population, je vais poser la première question, ça sert à quoi un ROB ? Alors, outre le caractère obligatoire, donc ce ROB sert à avoir une orientation budgétaire portant sur les évolutions prévisionnelles, à la fois sur les dépenses, les recettes, en fonctionnement comme en investissement. Donc ça me semblait important d'expliquer ce à quoi sert le ROB. Alors, ce ROB de 2026 doit nous permettre d'avoir plus de visibilité dans un contexte qui, malheureusement, manque de visibilité. Par conséquent, pour ma présentation, vous le verrez, je vais employer normal, le futur, mais je vais aussi employer le conditionnel. Et mon objectif personnel sera de faire de cette présentation une synthèse des éléments saillants, compréhensibles par chacun d'entre nous pour que vous puissiez comprendre le sens et que les éléments soient clairs. Alors déjà, pour introduire ma présentation, je me dois de poser l'équation avec plusieurs inconnus en lien avec le projet de loi de finances qui est en cours de négociation, de construction, de finalisation. Je vous laisse la sémantique que vous voulez. Néanmoins, je vous partage la difficulté à laquelle nous devons faire face entre ambition pour notre territoire et incertitude totale pour les finances publiques locales. Donc ça me permet, et j'en profite pour saluer et remercier le travail des équipes de Madame Véron-Leroy qui doivent s'adapter au contexte que nous connaissons afin de nous produire une présentation chiffrée, régulièrement actualisée avec des informations qui nous sont transmises au fil de l'eau. Alors, un budget 2026, marqueur de l'ambition du mandat qui s'achève, ambition d'investir pour l'avenir, notre cadre de vie, de nos services publics, de notre planète, malgré des crises financières et majeures qui ont chahuté ce mandat. C'est près de 52 millions d'investissements depuis 2020, avec un fonctionnement... Oh, je suis déçu, là. Il y a le manger, c'est normal. Merci beaucoup à vous. Au revoir les enfants. Alors je disais donc 52 millions d'investissements depuis 2020 avec en fonctionnement près de 34 millions par an pour le développement des services et l'animation du territoire de Vertou, contre, quand on regarde en parallèle, c'était 25 millions en 2020. Donc une ambition appuyée sur une stratégie financière que nous portons depuis 6 ans. Donc stratégie et ambition responsables, pilotée et réaffirmée à mi-mandat,
avec le maintien du cap des investissements et la sécurisation des financements. Cependant, face à une révélation tardive en 2025 de l'ampleur des déficits nationaux, donc je le rappelle, dette de la France de 114% du PIB, déficit de 5,4%, donc avec une incertitude pour compliquer donc la situation, donc incertitude totale concernant nos finances publiques locales qui dégrade nos équilibres financiers. Alors tel est le contexte qui nous est imposé, et pour y répondre, notre responsabilité demain sera de renforcer le défi et notre défi de la performance. Alors, pour y répondre, notre responsabilité à la fois à court terme et à moyen terme nous obligera à définir, voire redéfinir l'action publique de demain pour le territoire et les Vertaviens en tenant compte de ce nouveau contexte imposé par l'État. Nos actions vont nous amener à faire des choix d'actions publiques qui vont s'articuler autour des politiques publiques prioritaires, du niveau d'équipement, du niveau de financement par l'usager et le contribuable, et le niveau de service à la population. Ça veut dire que nos réflexions devront être menées simultanément sur ces 4 axes. La stratégie financière du mandat, avec en préambule, je le rappelle, un socle solide avant l'impact des mesures d'État. Alors, quelques chiffres pour l'illustrer. Donc, ce sont les ratios financiers qui sont au vert. Donc, fin 2024, nous avions un taux d'épargne qui s'affichait de façon très favorable à 16,8%. Fin 2025, la dette reste soutenable à 403 € par habitant, soit 3,1 années de capacité de désendettement. Donc, cependant, ce socle solide sera percuté en 2026 par les mesures imposées par l'État. Alors, pour se familiariser avec ces chiffres, nous avons un graphe pour bien appréhender la lecture depuis 2021, donc sur 2 items, à savoir le niveau d'épargne, alors épargne brute et épargne nette. La différence est liée au remboursement de la dette. Donc, vous voyez donc l'évolution et le maintien de 2021 à 2024. Et le second ratio concernant le ratio de désendettement avec la prévision pour l'exercice 2025. Alors, ce qui nous permet de souligner notre ambition d'investissement renforcée avec 52 millions qui ont été investis pendant le mandat pour réaliser nos engagements. Alors, vous avez également une vision sur le précédent mandat. Et quand on regarde en cumul, nous étions à un peu moins de 28 millions d'investissements. Et pour ce mandat-ci, nous sommes, alors que nous avions annoncé un investissement à hauteur et une moyenne de plus de 5 millions par an, nous allons atterrir à 52 millions d'investissements. Ça fait plus de 8,7 millions de moyenne par an. Et j'aime bien donc également l'illustrer en reprenant la répartition en lien avec notre plan stratégique autour des 4 piliers, donc des projets pour une ville séduisante. Donc nous avons investi pour un montant de 19,4 millions, des projets pour une ville apaisante, donc c'est 5,5 millions qui ont été investis, des projets pour une ville engagés par nature, c'est 19,5 millions. Et enfin, donc des projets pour une ville vivante par nature, c'est un peu moins de 8 millions. Alors, concernant le budget de fonctionnement, le budget 2026 reconduira le haut niveau de service atteint en 2025. Le budget est projeté en hausse à plus de 2,9%. Alors, un zoom sur les éléments saillants. Donc là, vous avez les impacts des mesures nationales qui ont été mises en avant sur les bases du plan de le PLF
initial, donc projet de loi de finances initial. Donc nous retrouvons l'impact des normes et des obligations réglementaires. L'impact également, alors ça c'est en interne, donc c'est un choix d'investissement avec un impact sur le budget de fonctionnement qui ont été chiffrés et anticipés. Donc je parle des investissements et équipements concernant le groupe scolaire Simone Veil, la fabrique du Sud-Loire et la gare. Et nous avons également, donc ça a été souligné, donc l'impact des nouveaux services. C'est plus de 100 places en accueil de loisirs qui ont bien entendu eu un impact sur les dépenses de fonctionnement. Néanmoins, donc, quand on regarde le graphe sur l'évolution des dépenses de fonctionnement et les recettes, donc, comme vous pouvez le voir, les dépenses de fonctionnement progressent de 5,7%, alors que les recettes, pour 34,1 millions, elles progressent à hauteur de 3,2%. Donc nous avons ce que j'appelle donc cet effet ciseau, c'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement progressent malheureusement plus vite que les recettes. Ça entraîne avec l'impact des mesures d'État, donc quelques chiffres. Notre épargne brute qui va atterrir, qui devrait s'afficher à hauteur de 1,9 million. Le taux d'épargne à 5,6%. Et enfin, donc, la capacité de désendettement à 6,7%. Vous voyez bien donc, la conséquence avec l'impact des mesures d'État. Et je le précise bien, donc, c'est sur les bases du projet de loi de finances initial. Alors, slide pour nous permettre d'actualiser notre niveau d'information face aux incertitudes sur le processus d'adoption et les mesures du projet de loi de finances 2026. Alors, nous avons eu un rejet massif par l'Assemblée du projet de loi de finances dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, je vais appeler ça l'acte 1. L'acte 2 donc, est lancé. Prochaine étape, c'est l'examen du texte par le Sénat en repartant du texte initial pour un vote attendu au plus tard le 15 décembre. Ensuite, commission mixte paritaire qui est composée de 7 députés, 7 sénateurs, avec comme objectif de chercher une version du compromis du texte. Et à ce jour, nous n'avons pas encore de date connue. Ensuite, deuxième lecture par les deux chambres sur la base soit d'un texte adopté en commission mixte paritaire, éventuellement amendé, soit du texte issu du Sénat. Et ensuite, une troisième lecture éventuelle, voire définitive, à l'Assemblée nationale. En cas de rejet du texte, projet de loi spécial a déposé avant le 19 décembre, prolongeant le budget 2026 au premier mois 2025. Mais l'examen du projet de loi de finances peut se poursuivre. Alors, si le Parlement ne se prononce pas avant le 24 décembre, possibilité de mettre en œuvre un projet par ordonnance. Donc, pour permettre une continuité du budget 2026, s'il n'y a pas de consensus. Alors, pour bien comprendre les mesures d'État qui auront un impact sur nos équilibres financiers, et pour une bonne compréhension, j'ai choisi et adopté donc la méthodologie du pas à pas. Alors, première étape, hors mesure de l'État, la ville respecte la trajectoire que nous avons annoncée à mi-mandat. C'est-à-dire, donc nous reprenons toujours les deux postes, dépenses, recettes. Sans les mesures d'État, nous serions avec des dépenses de fonctionnement qui évoluerait à hauteur de 1,8% et les recettes à 34,4 millions qui progressent, elles, de 4,1%. Déjà, premier point, il n'y a pas cet effet ciseau que je vous ai annoncé sur le précédent slide. Nous avons donc un atterrissage au niveau de notre épargne à 3,4 millions, un taux d'épargne à 9,9% et une capacité de désendettement à 3,8, conforme à la trajectoire annoncée à mi-mandat.
Avec les mesures d'État, alors j'insiste bien, comme je l'ai dit en propos introductif, j'emploie le conditionnel, c'est le projet de loi de finances initial, notre épargne pourrait diminuer de 1,5 million en 2026. Alors, nous allons les prendre à la fois sur les prélèvements et les recettes. Concernant les prélèvements, nous avons le DILICO. J'y reviendrai pour un petit peu plus d'explications. Donc, ce DILICO, avec une évolution de plus 616 000 euros, cotisation retraite plus 480 000 euros, la prévoyance 78 000 euros. Donc vous voyez déjà sur les dépenses, c'est plus 1,2 million de dépenses qui viennent s'ajouter. Ensuite, concernant le poste des recettes, donc les recettes sont également en baisse à hauteur de 300 000 euros, donc qui se répartissent de la façon suivante. La DGF, moins 93 000 euros. La compensation fiscale sur les entreprises, j'y reviendrai également. La compensation COCO, alors là, je le ferai assez rapidement, je ne serai pas trop dans le technique. Et le FCTVA sur la partie fonctionnement qui serait supprimée. Donc, ça fait moins 20 000 euros sur les recettes. Avec le graphe suivant, donc vous voyez l'impact à la fois sur les dépenses de fonctionnement et les recettes. Donc nous avons un atterrissage, ou nous aurions un atterrissage à hauteur de 32 millions sur les dépenses et 34,1 sur les recettes. Et là, on retrouve bien cet effet ciseau, les dépenses qui progressent plus rapidement que les recettes. Avec un atterrissage sur l'épargne, nous étions à 3,4, un atterrissage à 1,9. Le taux d'épargne qui était à 9,9 fond à 5,6 et la capacité de désendettement qui était à 3,8 passe à 6,7 années. Alors, DILICO, en lien donc avec la remarque de M. Chirol qui m'a dit, ben oui, DILICO, ça veut dire quoi lors de la commission? Et alors, je vais reprendre. Donc, DILICO, c'est un acronyme. C'est le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. C'est un nouveau prélèvement de l'État sur les budgets des collectivités qui a été créé, non pas cette année, mais l'année dernière, en 2025, pour le projet de loi de finances 2025. Et pour 2026, l'enveloppe qui était de 1 milliard en 2025, ventilée entre la région, le département, les intercos et les communes. Donc, vous avez toujours les 4 strates. Néanmoins, concernant donc l'enveloppe, elle passe de 1 milliard à 2 milliards. Concernant, et là je fais plutôt un zoom sur le côté et le volet commune, la part au niveau des communes progresserait à hauteur de plus 188%. Néanmoins, pour Vertou, ce serait plus 905%, soit plus 635 800 euros. Donc ces critères de répartition sont défavorables puisqu'ils prennent le revenu par habitant et le potentiel financier. Ça, c'est le premier point. De plus, les règles de reversement, donc l'année dernière, c'était sur 3 ans. Le nouveau DILICO version 2 serait sur 5 ans, premier point. Nous aurions donc un reversement à hauteur de 80% et non 90%. Donc nous perdons encore 10%, mais le volet qui est à mon sens le plus compliqué reste le conditionnement, parce que ce sera conditionné à l'évolution de nos dépenses par rapport à celle du PIB des communes de la strate. Donc par définition, ça devient complètement incertain. Et je le rappelle bien, donc c'est ce volet-là, malgré tout, il y a eu un rejet du dispositif qui a été proposé le 19 novembre par la commission de finances du Sénat. Donc, grand point d'interrogation. Et si on pouvait le gommer complètement, j'en serais ravi, monsieur le maire. Collectivement, oui. Le deuxième élément étant la réduction des compensations de fiscalité, conséquence de la perte de l'autonomie fiscale. Alors, pour notre mémoire, donc en 2021, donc l'État allège l'impôt des entreprises et réduit l'impôt foncier pour les locaux industriels. L'État s'engage à compenser cette perte de recettes aux collectivités, 1 pour 1. En 2026,
l'État revient sur son engagement et prévoit de réduire cette compensation de 25%. C'est-à-dire que hier, nous étions une compensation 1 pour 1. Demain, nous pourrions avoir une compensation de 1 et 0,75. Quels sont les effets? La compensation pour Vertou 2025, la somme, c'était 535 000 euros. 25%, c'est moins 134 000 euros. Le deuxième effet, cette compensation entre dans le coefficient correcteur qu'on appelle communément le COCO, qui compense les pertes de recettes liées à la suppression de la taxe d'habitation. Alors, je ne vais pas... Non. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique. Néanmoins, cette estimation de cette perte liée au coefficient correcteur, c'est à nouveau moins 46 000 euros. La perte estimée de ces recettes serait évaluée à hauteur de 180 000 euros. Néanmoins, donc, il y a une proposition d'atténuation de la mesure qui a été portée le 19 novembre par la commission de finances du Sénat. Et au lieu d'avoir une compensation gommée à hauteur de 25%, elle serait, alors est-ce que c'est, je vais sauter de joie, mais on passerait à 12,5%. C'est mieux, mais ce n'est pas performant encore. Alors, donc, j'insiste aussi sur le fait que les mesures d'État sont déconnectées de la réalité. En effet, les mesures d'État ne tiennent pas compte des besoins des territoires, et en l'occurrence de notre territoire, ni du niveau de performance et de gestion de la collectivité. Pour le motiver, donc Vertou dépense chaque année 72% de ce qui est dépensé en moyenne par les autres collectivités de la même strate. Donc elle est pénalisée depuis des années par un montant de DGF faible. Alors, j'ai mis en avant quelques indicateurs qui me semblent importants que chacun d'entre nous puisse l'avoir à l'esprit. Premier point, charge de fonctionnement par habitant en euros. Donc vous voyez, pour Vertou, nous dépensons 1110 euros par habitant, alors que la moyenne de la strate, c'est 1551, et que si nous faisons une moyenne sur Nantes Métropole, c'est 1251. Si je me compare par rapport à le niveau de la strate, c'est 11,4 millions de performances que nous mettons en avant. Concernant le deuxième volet, charge de personnel, Vertou dépense 690 euros par habitant en moyenne. Moyenne de la strate, c'est 849. Et moyenne Nantes Métropole, c'est 777 euros. Si je me compare par rapport à la moyenne de la strate, c'est également 3,9 millions de performances sur le volet. Alors, j'aime pas employer charge de personnel, ressources plutôt humaines. Et le dernier volet, qui me semble le plus important, correspond aux dotations globales de fonctionnement, puisque le montant en moyenne est de 75 euros par habitant, alors que la moyenne de la strate, c'est 205, et Nantes Métropole, 99 euros. Si nous étions au niveau de la moyenne de la strate, ce serait plus pratiquement 3,4 millions qui viendraient augmenter donc nos recettes. Donc, Monsieur le maire l'a souligné, ça me semblait important de le remettre en avant. Depuis 2014, l'État a supprimé pratiquement 22 millions d'euros de richesse pour Vertou. 22 millions, via les prélèvements et les baisses de dotation. Alors, concernant, après le volet les sections fonctionnement, la section investissement. En 2026, c'est 6,5 millions d'investissements qui sont projetés. Alors, en investissement, la ville finalise les engagements pris sur le mandat, ainsi que l'entretien récurrent du patrimoine. Donc, je rappelle, parce que c'est important de le souligner, c'est 70 000 m² de couverts. Donc, ça nécessite de l'entretien récurrent. De plus, des opérations majeures sont déjà engagées pour l'aménagement du territoire. Elles vont se poursuivre sur le prochain mandat.
Donc, je pense à Loiry Cœur Vert et au campus sportif. Donc, quand nous parlons d'investissement, il est important de connaître également la projection concernant le financement de ces investissements pour 2026. Et la répartition est la suivante. Une partie sera financée par notre épargne à hauteur de 16%. Le FCTVA, donc il y a toujours un décalage d'une année. Donc, c'est la TVA de l'exercice 2025 à hauteur de 32%, c'est 2 100 000. Les subventions à hauteur de 20% et l'emprunt à hauteur de 32%. Alors, je rappelle, donc c'est un emprunt d'équilibre avant la reprise du résultat 2025. Alors, en synthèse, ce que vous devez retenir de ce ROB 2026, les points saillants. Premier point, les dernières mesures d'État confirment nos inquiétudes avec un effort surdimensionné imposé aux collectivités dès 2026, sans lien, comme j'ai pu essayer de le mettre en avant, avec la réalité du territoire, à savoir Vertou. Le second point que je voulais mettre en avant, c'est l'incertitude totale pour nos finances publiques. C'est vraiment la conséquence. Le troisième point, ce nouveau paradigme devrait affecter la stratégie financière que nous avons annoncée à mi-mandat, alors sous toute réserve et au conditionnel, à hauteur de 1,5 million pour 2026. Néanmoins, donc là je parle de 2026 court terme, mais c'est pas du one shot, ce sera également 2026, 2027, etc. C'est important de bien l'avoir à l'esprit. Notre responsabilité sera de redéfinir l'action publique de demain pour le territoire de Vertou et les Vertaviens. Néanmoins, pour accompagner cette redéfinition, notre atout pour faire face à ce défi sera l'intelligence collective sur laquelle nous pourrons nous appuyer. Donc celle d'une population en capacité de comprendre ses choix faits, celle d'un collectif d'élus qui œuvrent à développer notre territoire en responsabilité, celle d'une organisation animée par le souci de la performance de son action, donc ils le font tous les jours, car je me dois de le rappeler, toutes ces mesures qui vont nous impacter en 2026, court terme, elles auront également un impact à moyen terme et le long terme. Donc ainsi, je vous ai partagé l'équation avec plusieurs inconnus, comme je l'ai souligné en introduction. Et si vous le permettez, monsieur le maire, je vais terminer par une note positive. Je m'appuie sur le socle solide de notre stratégie financière qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir recours au levier fiscal dans le respect de nos engagements, et nous allons tenir nos engagements. Donc pas de hausse des taux communaux pour 2026 sur le foncier bâti. Merci pour cette bonne nouvelle. Je parle des panneaux dans la foulée ou pas? Oh, bah si oui. Il n'y a pas de slide, ça va être assez rapide. Toujours deux sections. Section fonctionnement, donc là c'est plus simple. C'est sur le budget des panneaux photovoltaïques. Oui, pardon. Budget annexe. Budget annexe, merci. Alors, budget annexe et exploitation des panneaux photovoltaïques, toujours section fonctionnement, section investissement. Concernant les recettes de fonctionnement, elles sont estimées à 1 000 euros. Les dépenses de fonctionnement sont également estimées à 1 000 euros. Les deux sont stables. Et concernant la section d'investissement, les dépenses d'équipement sont inscrites pour un montant de 925 euros. Stable également par rapport au BP 2025, et les recettes d'investissement s'élèvent à 925 euros concernant les dotations et amortissements, et c'est la même chose que l'exercice 2025. J'en ai terminé, je peux vous laisser la main, monsieur. Merci, surtout la place au débat. Merci beaucoup de cette présentation exhaustive et pédagogique, et en même temps pleine d'incertitudes. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole pour ce débat d'orientation budgétaire?
Madame Quatreau. Merci, monsieur le maire. Il y a une chose qu'on va vous autoriser à faire au prochain conseil municipal, c'est l'achat d'une boule de cristal, parce que, compte tenu de la situation nationale, on se rend bien compte qu'il est très difficile pour les communes et pour Vertou de bâtir son budget, ce qui est terrible, puisque... on l'a vu, la COP vient de se terminer au Brésil. On est encore dans une situation où les scientifiques nous alertent sur la nécessité de prendre en compte toutes les questions climatiques et de développement durable. On voit la part que les communes ont pris dans cet engagement. Donc, il y aura des choix à faire et malheureusement, je pense que c'est une politique publique qui va en pâtir. Une chose au moins sur laquelle je pense qu'il y a eu une forme de naïveté quand même et de jeu politique. Et il y a cela quelques années, on en a parlé, c'est au moment de la suppression de la taxe d'habitation. Vous l'évoquez dans le document, en perte d'autonomie fiscale sans précédent depuis la suppression de la taxe d'habitation. Donc, moi, je me souviens qu'ici même, je regrettais qu'il y ait cette suppression de la taxe d'habitation. Et monsieur le maire, vous félicitiez parce que, bien sûr, pour nos concitoyens, c'est un gain financier. Mais on voit bien que les communes se sont tiré une balle dans le pied parce que, vous le dites, c'est une difficulté supplémentaire pour investir, pour faire des choix et avoir une forme d'autonomie. On voit bien à quel point la situation nationale impacte comme elle n'a jamais fait, avec, on ne va pas revenir sur des décisions très, très politiques de jeu du président de la République qui a voulu faire un coup politique il y a 2 ans, 1 an et demi cela, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. On voit où on en est maintenant. Voilà, donc nous, c'est difficile de nous prononcer et j'ai envie de dire à M. Corbeau, bravo pour cette présentation claire d'une situation qui est... on ne peut absolument prendre aucune décision, à notre avis, sur un budget, puisque vous l'avez dit, vous l'avez écrit, tant que l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget, que ça ira très certainement jusqu'au 24 décembre, on ne peut malheureusement... et les communes, et vous, Monsieur Corbeau, en tant qu'adjoint aux finances, ça va être très difficile, en effet, pour pouvoir bâtir ce budget. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que voilà, il y ait toutes les questions politiques du quotidien, c'est-à-dire auprès des écoles, centres de loisirs, les temps après l'école. On l'a vu encore, là, la commission citoyenne qui s'est réunie, qui a rendu des conclusions sur le temps de l'enfant. On voit bien que les communes auront, si des propositions sont suivies, auront aussi leur part à prendre dans ce temps de l'enfant, sur donc les défis écologiques dans les communes. On voit que toutes ces questions-là, malheureusement, risquent d'être sacrifiées avec ces questions de budget. Et vous avez rappelé le fait que le déficit de l'État a été connu très tardivement, mais bon, avec le quoi qu'il en coûte lié au Covid, et puis aussi des décisions erratiques d'un président jupitérien, et la presse s'en est fait écho. C'est intéressant de voir que personne n'osait rien dire au président de la République. Les hauts fonctionnaires, ses ministres aussi. Donc on voit à quel point on est précipité dans une situation sans précédent. Maintenant, je pense qu'il faut rester optimiste, que les territoires et le fait d'être dans une métropole, vous l'avez rappelé, il y a un phénomène de solidarité et qu'il faudra compter sur cette solidarité dans
dans l'année qui vient pour pouvoir mener à bien des projets pour les communes et pour Vertou. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? C'est bon pour tout le monde? Christian, un petit mot peut-être? Merci. Merci, Madame Quatreau. Alors, je vais effectivement, j'ai pas de boule de cristal. J'ai demandé donc à l'AMF s'il y avait une formation pour lire dans le mar de café. Ça n'existe pas également. Donc, alors, je vous laisse l'analyse politique et je ne commenterai pas donc vos propos. Alors, 2 points. Malgré tout, vous parlez de la COP 21. Alors, 30. Tout augmente. Ouais, elle est passée. Ouais, ouais. Alors, si vous voulez, donc, ce que moi, mais ça n'engage que moi, pour moi, lorsque je vois tous les débats, il y a un point que je voudrais faire partager ce soir, mais ça n'engage que moi. Pour moi, les écologistes ne devraient pas faire de politique. L'écologie, parce qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, elle doit être laissée aux politiques, et c'est aux politiques de faire de l'écologie. Alors, je vais quand même l'illustrer par quelques éléments. Quand on le voit sur Vertou, nous avons effectué la végétalisation des écoles. C'est 180 000 euros. Nous avons fait, et là, c'était souligné par Monsieur le maire, nous avons construit un groupe scolaire autour d'un chêne. Donc, oui, pas que, non mais c'est quand même un élément exceptionnel, je tiens à le souligner, c'est plus qu'un symbole. Et nous avons également effectué, et nous effectuons, des travaux sur l'hôtel de ville, et c'est une enveloppe de 2,4 millions que nous avons engagée. Donc, ces éléments-là, donc sur l'écologie, c'est très présent donc dans notre état d'esprit de tous les jours. Et quand vous parliez également de la suppression de la taxe d'habitation, donc oui, ça a été un pouvoir d'achat pour chacun d'entre nous, mais effectivement, à mon niveau, c'est une perte d'autonomie. Ce qui m'ennuie dans cet élément-là, c'est qu'à partir du moment où on nous dit, voilà, compensation 1 pour 1, OK, donc effectivement, nous avons cette perte d'autonomie puisque nous n'avons pas le levier fiscal. Néanmoins, ce que je voudrais souligner ce soir et ce qui mérite, c'est que l'État revient sur ses engagements. Donc là, nous le voyons bien, donc je l'ai illustré par quelques chiffres. À partir du moment où vous construisez donc un budget, ce budget, il n'est pas fait sur une année, c'est une projection. Et que demain, nous sommes obligés de prendre la gomme parce qu'on appuie ou on nous enlève une partie de nos recettes et également donc, on nous met des dépenses complémentaires. Donc c'est vrai que c'est compliqué de porter un projet. Néanmoins, donc, la ligne directrice, elle est très présente et les investissements ont été faits et seront faits pour aujourd'hui et demain pour la population de nos jeunes qui nous suivent, parce que c'est vraiment la richesse d'une commune, donc cette jeunesse. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Jean-Marc Chirol. Merci Monsieur le maire. Merci Monsieur Corbeau de vos présentations, puisqu'on en a échangé déjà en commission. Je souscris à toutes vos inquiétudes et c'est vrai que c'est compliqué de travailler avec ce que vous disiez, Monsieur le maire, un partenaire qui n'est pas toujours fiable, ou en tout cas qui change d'orientation de temps en temps. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas opposer de façon frontale les communes avec l'État, parce que l'État réalise aussi des choses. Voilà, première chose, même si je comprends très bien que dans l'administration d'une commune, c'est difficile de se projeter sans avoir de vision pour l'année prochaine. Je ne voudrais pas non plus que d'un DOB, débat d'orientation budgétaire, on passe à un DOLF, débat d'opposition à la loi de finances.
puisqu'on était dans les acronymes, Monsieur Corbeau, j'en ai inventé un autre, parce que je crois que c'est important aussi que, d'abord, on se rende compte que ce que l'État fait. C'est logique que les communes défendent leur budget, leur bout de gras, j'allais dire, mais j'aurais peut-être aimé que dans ce DOB, on parle peut-être un peu plus de l'investissement réellement sur, alors ça viendra sûrement dans le budget, mais en dehors des 32 millions de frais de fonctionnement, des 1,2 million qui ont été augmentés et rajoutés par l'État, qu'on parle un peu plus de ce qu'on allait faire de tout le reste. On le fera sûrement dans le prochain débat. Et puis je m'interroge sur tous ces gens, ces politiciens, qui, une fois arrivés au sommet de l'État, M. Lecornu, M. Bayrou, oublient peut-être qu'ils ont été maires ou présidents de communautés territoriales, départements, etc. Et ça m'interroge toujours, ce passage entre des gens engagés sur le local et des gens engagés sur le national, qui oublient ou qui n'oublient pas, je ne sais pas, c'est une question. Pourquoi il y a cette différence quand on change de fonction? Merci. Merci. Un mot, à moins que tu veuilles dire un mot, Christian. Rapide. Donc, Monsieur Chirol, je vous rassure, je ne vous considère pas comme l'avocat du diable. Néanmoins, donc, notre analyse est certainement un peu différente. Ce que je voulais mettre en avant, c'est malgré tout être factuel. C'est important que nous ayons tous la même lecture. Alors, donc je baigne dedans depuis quelques jours, donc pour moi c'est très clair. Je voulais vous faire part quand même de ces incertitudes et justement de toute cette difficulté de co-construire pour aujourd'hui, demain et après-demain. C'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Oui, c'est d'ailleurs ça notre grand enjeu, pour être tout à fait clair, c'est comment on arrive à trouver le chemin. Encore une fois, les communes, elles ne sont pas là à se plaindre. Elles revendiquent juste leur possibilité à vivre et à être autonomes. Je rappelle que c'est un débat qu'on pourrait avoir au niveau national, mais je rappelle que souvent, quand l'État nous baisse une dotation, c'est pas une dotation, c'est pas un don, c'est pas un cadeau. C'est souvent la résultante d'un transfert d'une fiscalité au niveau de l'État qui, transformée en compensation de cette fiscalité, devient une dotation. Et quand c'est une dotation, on voit bien qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est exactement la fiscalité sur les valeurs industrielles. La fiscalité sur les valeurs industrielles, ce n'était pas un cadeau de l'État. C'était une taxe que les communes percevaient, qu'elles ont transférée à un moment donné à l'État sur sa demande d'ailleurs, et qui, par confiance, donnait la compensation de cette fiscalité. Et donc à chaque fois que vous amputez de cette compensation une part de cette fiscalité, qui n'est jamais dynamique, mais bon, après tout, il ne faut pas être naïf, comme vous le disiez. À chaque fois que vous amputez une partie de cette compensation, vous amputez en fait une partie de la fiscalité, donc de l'autonomie fiscale et financière des communes. Et moi, j'ai toujours défendu l'autonomie fiscale et financière des communes. J'étais très content pour les habitants, pour moi-même d'ailleurs, que la taxe d'habitation disparaisse. Mais j'ai toujours dit, au contraire, que c'était une bêtise, une faute politique quand on connaît le mode de financement d'autonomie fiscale et financière des communes, et globalement pas que des communes. Parce que quand on regarde le département qui n'a plus de levier fiscal, quand on regarde la région qui n'a plus de levier fiscal, avec la baisse de la consommation, on va se retrouver avec des départements ou des régions étranglées financièrement, notamment pour les départements. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que on n'est pas dans la plainte, mais enfin, on est quand même dans le constat. Quand l'État se retrouve investisseur, ce qui est d'ailleurs, M. Chirol, de plus en plus rare, je le dis aussi à l'échelle macro, parce que
quand vous savez que 70% de l'investissement est porté par le bloc local, région, département, commune, intercommunalité, il vous reste 30%, qu'une part est prise par un certain nombre d'agences, il ne vous reste plus grand-chose. Mais quand l'État le fait, et le fait en direct, je pense au JO, par exemple. Je pense à Notre-Dame de Paris. Le premier truc que l'État fait, c'est de faire une loi spéciale pour s'exonérer des normes qu'il nous impose à nous quand on construit l'investissement. Loi spéciale Notre-Dame de Paris, loi spéciale JO, alors effectivement tout a bien fonctionné, mais on s'est exonéré de toutes les normes que nous, on nous impose, normes environnementales, normes administratives, recours sur le long terme, sur-recours, passage dans toutes les agences. Ah, c'est sûr, hein, ça va plus vite et puis on arrive à de meilleurs résultats. Mais tout ce qu'on demande, c'est d'être dans la même situation. C'est que ces lois spéciales et ces lois d'exception deviennent la règle et la règle pour tout le monde. Et je pense qu'avec cette simplification de la norme, avec cette confiance redonnée aussi dans le maître d'ouvrage, quitte à être contrôlé a posteriori, hein, moi j'ai pas de question là-dessus, et même fortement quand on a fait une bêtise, eh bien on redonnera de la confiance entre l'État et les collectivités locales, et puis surtout l'État arrêtera de savoir combien de fois on a lavé notre jean et se concentrera sur ses missions régaliennes que sont la sécurité, que sont l'école, que sont la santé, et dont on a besoin que vraiment on passe à une autre dimension. Parce que moi, j'entends les incertitudes, mais nous, on a une obligation. Hein. C'est quand même de faire les choses. Parce que les habitants, ils entendent bien tout ce qui se passe en haut, plus haut niveau de l'État, mais ils nous disent, nous, on a besoin d'école, on a besoin que nos enfants mangent à la cantine, on a besoin que nos enfants s'instruisent à la bibliothèque, sa culture, ils ont besoin de pratiquer du sport, ils ont besoin de faire de la musique, ils ont besoin d'être créatifs, ils ont besoin de s'épanouir dans la nature. Nous, nos habitants, ils nous demandent ça, hein. Donc on a une obligation, c'est de réussir, nous, malgré toutes les contraintes, malgré toutes les incertitudes et malgré tous les renoncements. Parce que j'en terminerai peut-être là-dessus. Vous avez raison, Madame Quatrepoux. L'État lui-même opère ses propres renoncements. L'école, j'ai entendu avec la Convention citoyenne qu'on allait revenir à la semaine de 5 jours. Quelle perte d'énergie, quelle perte de temps. Quel manque de bon sens quand on connaît, les débats que nous avons eus, l'argent qui a été mis sur la table, les centaines de milliers, pour ne pas dire autre chose, centaines de milliers d'euros à Vertou qui ont été mis sur la table. Quand on remet ça à l'échelle nationale, mon Dieu, quelle perte d'énergie, quelle perte de financement. Quand on parle du SDIE, j'étais à l'allocution du Premier ministre, qu'a dit devant 4000 maires, ah oui, je crois que le SDIE, on est allé trop fort, trop vite, trop loin. Bah oui, hein. Quand on fait le schéma directeur pour plus d'écologie et pour l'entretien des bâtiments, mais on l'avait présenté, je crois, ici, à Vertou, c'est 28 millions d'euros. Bah évidemment que 28 millions d'euros, on ne va pas les faire en claquant des doigts à fin 2030. Ça n'existe pas. Donc on va décaler aussi ça. Bah, tant mieux. Consacrons un peu de bon sens dans nos politiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne marche pas sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choses. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention au rythme dans lequel on fait. La question du faire n'est pas dans l'effet d'annonce. Il est dans la solidité de faire les choses avec constance, avec cohérence, avec consistance. C'est important, ça. C'est vraiment important. Et puis un dernier exemple, peut-être, pour parler du DILICO et revenir sur ces fameux acronymes, dispositif de lissage conjoncturel. Même le nom est beau. Je veux dire, personne ici n'aurait inventé un nom pareil. Pour preuve, dans les services, de temps en temps, même chez nous, on reprend pour savoir exactement qui se cache derrière cet acronyme. Le DILICO, c'est simple, c'est un emprunt.
Un emprunt obligatoire. L'État vous emprunte de l'argent, mais il ne vous demande pas votre avis. C'est un emprunt, mais non constant de vous payer des intérêts. Non, il ne faudrait pas exagérer quand même. Il vous prélève du capital. Donc, il vous rend de l'argent, mais il vous en rend moins que ce qu'il vous a emprunté. C'est quand même un petit sujet, quand même. Et non content de ça, oui, parce que sinon, ça serait vraiment pas de la simplification administrative. Non content de vous prélever de l'argent, non content, enfin, de vous emprunter de l'argent, non content de vous prélever une partie du capital, il invente quand même des critères, bon, pour faire en sorte de vous en rendre le moins possible. Non, mais on rêve, quoi. On rêve, mais personne autour de la table ne gère son budget familial, son budget d'entreprise, son budget d'organisation comme cela. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça parce que non seulement ce n'est pas juste, mais en plus, ça ne résout rien. Et c'est ça la vraie question. C'est comment on arrive à résoudre les choses. Et moi, je ne crois pas qu'on arrive à résoudre les choses en étant plus centralisateur, en étant plus complexe et en étant plus insistant avec ceux qui mettent leur budget à l'équilibre, avec ceux qui font en sorte d'être vertueux, sans mauvais jeu de mots, encore une fois, dans les finances publiques. Je ne crois pas que c'est en faisant les poches des gens qu'on va réussir à changer son modèle. Il faut d'abord changer son modèle. Et puis après, on dit, bah voilà, pour changer mon modèle, j'ai besoin de votre aide. Et les collectivités locales seront là à ce moment-là. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais si vous faites les poches de tout le monde et que vous ne transformez pas votre modèle, bah, au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec les mêmes causes qui créent les mêmes conséquences, mais vous n'aurez plus rien pour remplir votre panier percé. Et donc tout le monde sera moins riche, tout le monde sera dans plus de difficultés, et il y aura toujours moins de richesses à partager. Et moi, ce que je veux, c'est le contraire. C'est de la prospérité pour la France, c'est de la prospérité pour nos organisations, c'est de faire en sorte que ce soit plus simple, plus facile, qu'on crée et qu'on remette en place l'ascenseur social pour nos enfants, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu social d'origine, quel que soit leur genre. Oui, on a besoin de retrouver de la prospérité, de retrouver de la réussite, de ne pas se cacher non plus derrière son petit doigt. Quand on réussit, c'est bien, oui. Quand on crée de la richesse, c'est bien, oui. Bien sûr qu'il faut la partager. Mais avant de partager la richesse, il faut la créer. Et tout ça est extrêmement important. Et moi, je le dis, nous ne céderons ici jamais à la résignation de cela, jamais au renoncement d'être performant, de créer de la richesse. On continuera à poursuivre nos politiques publiques sur le long terme. Si je voulais être taquin, je dirais avec une certaine forme de force tranquille, pour reprendre un slogan bien connu, évidemment. La force tranquille de ceux et de celles qui savent où ils vont, qui prévoient les choses, et de ceux et celles de la clarté, de ceux et celles qui refusent les illusions ou effectivement les chimères. Voilà la politique vertavienne. Alors aujourd'hui, on peut se le permettre grâce à la gestion dont a parlé Christian si bien, grâce à son travail et à ceux des services depuis 6 ans. Mais je vous remercie d'avoir dit que rien n'était facile dans cette prévision. Et malgré tout cela, on arrive à envisager Loire-et-Cœur vert, avec plus de 100 millions d'euros d'investissement, le campus sportif avec plus de 15 millions d'investissements. Voilà, malgré toutes ces incertitudes. Et pour finir, et parce que j'ai déjà été trop long, pardon, mais notre plus grande force, c'est notre optimisme. Et vous l'avez dit, Madame Quatrepoult, exactement. Notre plus grande force, c'est l'optimisme. Notre plus grande force, c'est notre capacité à rebondir quand tout semble difficile. Et c'est ce que je crois, tous les élus autour de la table, quel que soit leur bord d'appartenance politique, tous les élus autour de la table sont dans cette dynamique, et moi c'est ce que je retiens ici à Vertou. Il n'y a pas de vote sur ce débat d'orientation budgétaire. En tout cas, il y a un... Là, tout le monde s'affole. Si, il y a un vote, bien sûr. En tout cas, nous devons prendre acte par un vote que le débat ait bien eu lieu, et je crois que ça a été le cas, et d'ailleurs il a été très riche, je vous en remercie. Donc nous devons prendre acte
du débat en votant pour. Y a-t-il eu un débat ou pas? Donc je vous demande de bien vouloir voter pour, enfin en tout cas ceux qui pensent qu'il y a eu un débat. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie, c'est donc adopté. Et nous parlions d'écologie tout à l'heure, et puis un peu d'économie aussi. On a beaucoup parlé d'agriculture aussi. Voilà, et donc j'ai le plaisir de vous inviter dans l'accueil. Mais avant, il y aura des signatures. Oui, mais je peux finir ma phrase, s'il vous plaît, mesdames? Merci. J'ai le plaisir de vous inviter dans l'accueil de la mairie pour effectivement profiter de la production vertavienne en circuit court et en bons produits, j'allais dire, en bon sens. Et nous devons, je le crois, signer un certain nombre de documents pour les secrétaires de séance. Donc ne partez pas sans que ces documents soient signés, sinon on a un problème. Non, je l'ai indiqué. J'ai dit que c'était Alexandra Degré et Anthony Joussaume en début de séance, mesdames. Ça doit être enregistré d'ailleurs dans la... Voilà. Merci de votre présence et rendez-vous pour le prochain conseil municipal le 18 décembre. C'est un jeudi, voilà. Et je vous remercie de bien avoir voulu décaler légèrement votre habituel agenda.